Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique en ce lundi matin est Axel Gourmelin. Il est militant des Jeunes Insoumis de Saint-Brieuc. Il est en direct avec nous au micro de la matinale pour commenter l'actualité politique. Il y a beaucoup d'actualité politique en ce moment. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Stéphane Hamon, bonjour aux auditeurs, aux auditrices et bon courage à tous ceux qui ont leur rentrée aujourd'hui. Voilà, et on les salue évidemment, c'est la fin des vacances. Pas en politique, hein, c'est pas la fin des vacances. On aura compris qu'il y a un budget qui doit être voté avant la fin de l'année et, permettez-moi de le dire, ça ne s'annonce pas très bien. Ah non, je suis bien d'accord. On a appelé ça le budget des horreurs, mais dans cette période d'Halloween, on se dit qu'on met un petit costume, on s'amuse à se faire peur et puis le lendemain, tout revient à la normale. Malheureusement, avec le budget de Le Cornu, c'est très très sérieux les horreurs. On a un budget qui propose de taxer les malades du cancer, qui propose de réduire les APL pour 300 000 étudiants qui perdront 150 €, de sous-indexer les retraites, de perdre 100 € par mois aux apprentis. On ne peut pas dire que être apprenti aujourd'hui, c'est rouler sur l'or. Et la vérité, c'est que ce budget de Le Cornu, c'est un peu la dernière tentative de poursuivre le modèle qu'a entrepris Macron depuis son élection, c'est-à-dire le modèle de l'offre. On va en parler plus en détail. Et cette politique qui vise à faire payer à tous les Français, en particulier aux Français les plus pauvres, la dette que Macron a fait aggraver depuis le début. Enfin, c'est l'échec d'un modèle et on persiste dedans et c'est ça le drame et c'est ça l'horreur que subissent les Français aujourd'hui. Alors on dit que c'est un budget de droite. À droite, on dit au contraire, ben non, finalement c'est quand même plutôt un budget qui penche à gauche. Irréconciliable les deux camps. Mais ça, c'est une vérité, c'est que on peut le dire dès aujourd'hui, même si Le Cornu a annoncé qu'il n'y aurait pas de 49.3, le budget ne sera pas adopté par l'Assemblée nationale. Il va être adopté a priori par ordonnance, si ça tarde trop. Mais donc il n'y aura pas un vote à l'Assemblée nationale pour adopter ce budget, il sera mis en place par ordonnance, donc directement le gouvernement qui choisira la copie qu'il veut mettre en place. Mais moi j'aimerais bien que ceux qui disent que c'est un budget de gauche nous disent pourquoi. Autrement de dire que c'est un budget qui est sous la coupe des socialistes. On sait tous très bien que les socialistes, c'est grâce à eux que Macron peut continuer sa politique, mais ils sont pas très regardants sur le contenu politique finalement. Et qu'on m'avance la grande victoire des socialistes et je vous dirai ce qu'il en est. Alors à droite, c'est en fait les impôts qui coincent, moins d'impôts ou pas d'impôts du tout, ce qui arrangerait finalement plutôt le camp de la droite. Alors qu'à gauche, alors je dis la gauche dans son acception globale, on pourra en dire un mot évidemment tout à l'heure. Au contraire, on dit voilà, il faut peut-être mieux cibler les impôts pour pouvoir lever des fonds pour éviter de creuser la dette une fois encore. Mais surtout pourquoi faire? Là le budget, du coup on a 70 jours parce qu'on parlait des ordonnances, mais je pense qu'il est important de réexpliquer ce qu'il en est. Si dans les 70 jours, les deux textes, donc le budget le PLF sur le financement global du fonctionnement de l'État et le PLFSS sur la sécurité sociale ne sont pas ils sont pas terminés, si les débats ne sont pas finis d'ici les 70 jours, le gouvernement a la liberté d'adopter son budget par ordonnance. Et ce budget-là, on est sur la partie des dépenses, des finances, pardon. Donc on fait la liste des impôts et la question c'est après pour quelles dépenses. On peut faire une liste énorme d'impositions. Pour ce qui est du gouvernement Le Cornu, c'est de prendre aux plus modestes dans ce pays. Après la question c'est pourquoi faire. Si jamais c'est pour continuer à donner des cadeaux aux entreprises dont on voit qu'il n'y a aucune contrepartie pour les plus pauvres et pour les travailleurs de ce pays, je vois pas en quoi c'est un budget de gauche. Alors justement, on a beaucoup parlé aussi de cette fameuse taxe Zuckman qui finalement n'a pas été adoptée dans sa version primitive, ni même dans sa version light, comme elle a été surnommée en particulier par les socialistes qui avaient proposé une version plus légère de cette taxe Zuckman. C'est une mauvaise idée le fait qu'elle n'ait pas été adoptée, cette taxe? Bah évidemment, la taxe Zuckman, qu'on redise ce que c'est une taxe qui vise à prendre 2% aux fortunes de plus de 100 millions d'euros.
c'est très cher, très peu payé quand même. Nous proposons juste que tout le monde paye la même chose. C'est quelque chose qui est assez facile à comprendre. Que les socialistes, ici encore, ont abandonné la taxe Zuckman et en font pas une question prioritaire pour faire tomber ce gouvernement, je trouve que c'est un peu problématique. Et même leur taxe light qui au final visait à exonérer encore plus certaines grandes fortunes n'est pas été adoptée. Il faudrait peut-être qu'ils en tirent les conséquences. Et je voudrais dire à ce micro que ceux qui se gargarisent toujours de défendre les Français, c'est-à-dire le Rassemblement national, ont voté contre cette taxe Zuckman. Est-ce que à gauche, il y a une rupture avec le Parti socialiste? Pour faire clair, est-ce que LFI et le Parti socialiste, c'est le divorce? Moi, je ne prendrai pas de position sur l'avenir. On a une situation actuelle, c'est celle-ci qu'on peut commenter. La situation actuelle, c'est que les garants de la politique de Macron, les garants de l'application de ce débat qui va aboutir, si jamais le gouvernement ne tombe pas d'ici la fin des 70 jours, à l'application du budget que décidera Macron par ordonnance, c'est le Parti socialiste. C'est grâce à ce Parti socialiste qui n'a pas voté la dernière censure que le Cornu peut continuer à écrire son budget et pourra l'appliquer si jamais il reste en place. Moi, j'appelle le Parti socialiste à censurer au plus vite ce gouvernement et j'observe d'ailleurs que Avenir socialiste, qui est une composante du Parti socialiste, a dit qu'ils avaient accepté de commencer le débat sur le budget, mais qu'ils sentaient bien qu'ils allaient se faire arnaquer. Et moi j'appelle à la raison. Là, il est temps d'abroger ce budget. Alors, ce budget, justement, qui est ce qu'il est, finalement, si demain, il ne convient pas, j'allais dire, au camp de la gauche, on peut imaginer, alors là, restera encore en suspens le Parti socialiste, savoir la décision qui sera prise, mais est-ce que on peut imaginer qu'une motion de censure arrive très vite, particulièrement du côté de LFI? Oui, bien sûr, nous, on l'a déjà dit qu'on en déposerait une. Et je le redis, on peut pas être élu sur un programme de rupture, c'est-à-dire le programme du nouveau Front populaire sur lequel les socialistes se sont engagés à le respecter, et après passer tout ça à la trappe. Moi, je ne comprends pas ces partis politiques qui ne restent pas fidèles à leurs engagements. Et j'appelle tous les partis qui s'opposent à la politique de Macron à être fidèles à ce qu'ils disent et donc à faire tomber le Cornu le plus rapidement possible, parce que c'est la seule solution pour empêcher ce budget des horreurs d'être appliqué. Avec le risque d'une dissolution, alors même si le président de la République s'en est bien gardé, a tenu à distance, on va dire, cette possibilité. Non, pas tant. C'est pas ce qu'on a vu. Le président a utilisé la peur de la dissolution pour choper, si je peux dire, excusez-moi pour le terme, pour choper la non-censure du Parti socialiste, parce que la vérité c'est que si le Parti socialiste n'a pas censuré le Cornu, c'est uniquement parce qu'ils ont peur, eux, d'une nouvelle dissolution. Et là aussi, je ne comprends pas cette attitude qui amène à ce qu'on ait peur des électeurs. La solution en démocratie, quand il y a un problème, c'est au peuple de trancher, c'est au peuple de choisir. Depuis 2022, il n'y a pas eu le peuple français n'a pas pu trancher l'orientation politique qu'il voulait voir appliquer. Il est temps qu'il y ait des nouvelles élections dans ce pays. Alors une dissolution, si jamais il y en avait une, nous l'affronterons. On peut la gagner, on est prêt, on a un programme pour. Après, est-ce que c'est la meilleure solution? Je sais pas. Donc indice que ça risque de rajouter un peu plus d'instabilité au pays, un peu plus de chaos, y compris au niveau économique. D'autres disent aussi que le paysage politique qui pourrait sortir à l'issue d'une nouvelle consultation des Français, sortir des urnes, serait peu ou prou très ressemblant au paysage politique actuel. D'autres vont plus loin en disant voilà, le problème c'est Emmanuel Macron, il faut qu'il parte. Ça. Alors sur ceux qui disent qu'une nouvelle dissolution amènerait de l'instabilité, c'est pas nouveau. Dès qu'il y a une crise, certains pensent que ce qu'il faut faire en priorité, c'est de boucler la démocratie, et donc que de demander son avis au peuple, c'est toujours un danger. La démocratie, oui, on peut perdre et on peut aussi gagner. C'est pour ça que je disais que la dissolution n'était pas pour moi la solution. Est-ce qu'on est sûr qu'au bout de cette dissolution, il y aura une majorité claire pour le pays? Je ne suis pas sûr. Par contre, ça amènerait à ce que pendant un an, il ne puisse pas y avoir de nouvelles dissolutions. C'est pour ça que pour nous, la véritable solution pour sortir de la crise, c'est de faire tomber celui qui en est le responsable, celui qui n'a pas respecté le résultat des urnes en 2024. C'est Emmanuel Macron qui amène ce pays dans l'impasse.
et c'est à lui de partir. Et s'il n'accepte pas de partir, nous on a une solution, c'est la destitution, et on appelle les députés à être fidèles à ce que, enfin les députés à l'Assemblée nationale à être fidèles à ce qu'ils disent. Si jamais ils pensent que le problème c'est Macron, et ils sont de plus en plus nombreux à le penser, on le voit avec Édouard Philippe ou Gabriel Attal, même dans son camp ça commence à se fissurer, et il faut qu'il s'en aille. Et donc, il faut voter la destitution. Alors, pour voter la destitution, il faut qu'il y ait un accord d'un nombre conséquent de députés. Pour l'instant, c'est pas le cas. Vous avez déjà proposé la destitution d'Emmanuel Macron. Ça n'a pas été suivi des faits. Et puis, il y a le vote aussi du Rassemblement national. Alors, on a vu lors des dernières motions de censure que le Rassemblement national avait voté la motion de censure déposée par LFI en particulier. La réciproque n'a pas été valable. Voilà, vous n'avez pas voté la motion de censure déposée par le RN. Je veux aussi, là aussi, lever l'incongruité de cette situation. Donc il y a eu une motion de censure que le RN a décidé de voter parce que il souhaite avoir une élection législative. Mais je tiens à dire qu'on parlait de la destitution, Marine Le Pen n'a jamais poussé pour qu'il y ait une destitution dans ce pays. La vérité, c'est qu'elle ne veut pas de retour aux urnes dans le cadre d'une élection présidentielle parce qu'elle a peur de ne pas pouvoir être candidate. Sa solution pour être candidate à l'élection présidentielle, c'est de faire en sorte qu'il y ait une élection législative avant. La vérité, c'est que le Rassemblement national, comme d'habitude, la seule chose qui sert, c'est les intérêts de Marine Le Pen. Et moi, je les appelle là à être plus sérieux. Ce qui compte, c'est le pays, c'est l'intérêt des gens, c'est les gens qui sont en train de souffrir. Et la solution, c'est une élection présidentielle. Nous, on va pousser pour qu'il y en ait une. À vous de décider. Alors, avec des sondages, alors vous me direz, à 500 jours de la présidentielle, c'est peut-être un peu tôt pour avoir une photographie très précise de ce qui pourra se passer. Néanmoins, on voit une progression de LFI dans ces sondages, progression aussi très importante du Rassemblement national. On a le sentiment, là encore, je mets tous les guillemets qui s'imposent et la prudence qui s'impose, on a quand même l'impression que la prochaine élection présidentielle se fera entre LFI et le RN. C'est ce qui est en train de monter. On parle des sondages, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. On sait que la France Insoumise est toujours sous-estimée dans les sondages, en particulier pour la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, à quelques jours du résultat des dernières élections présidentielles, était donné à 16%, il a fini par en faire 22%. La vérité, c'est qu'on est bien plus fort que ce que les sondages disent, et on est déjà actuellement même sous-estimé dans la marge d'erreur pour arriver au second tour. Pourquoi ? Pas pour rien, parce qu'on travaille pour ça. C'est la dynamique, c'est nous qui la créons. À l'Assemblée nationale, je veux quand même dire qu'il y a un contre-budget qui a été présenté par la France Insoumise, qu'à l'Assemblée nationale, on a obtenu des victoires, notamment sur l'impôt universel sur les entreprises. On a obtenu une taxe sur les multinationales pour les faire payer là aussi à hauteur de ce que payent les autres entreprises, et une taxe sur les superdividendes. Et on est sérieux, on travaille. Et la vérité, c'est que pour battre le Rassemblement national, certains disent que Jean-Luc Mélenchon est un bon candidat de premier tour, mais pas un bon candidat de second tour. C'est bien déjà d'être bon candidat de premier tour, ça permet d'arriver au second. Moi, j'aimerais bien que les autres me disent comment ils comptent y faire. La vérité, c'est que ce qui compte, c'est d'avancer un projet clair pour la France. Les Français, ils savent ce que propose la France Insoumise, ce que propose Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, il faut trancher. Est-ce que vous voulez de la division que propose le Rassemblement national ? Est-ce que vous voulez de quelqu'un qui a 30 ans, Jordan Bardella, complètement incompétent comme président de la République ? Ou est-ce que vous préférez un programme qui vise à unir le peuple français, à éloigner les divisions que provoque le racisme, à faire en sorte que les Français puissent finir leur fin de mois, puissent vivre de leur travail? Est-ce que vous voulez qu'il y ait plus de démocratie dans ce pays, qu'on éloigne le pouvoir absolu qu'a le président de la République, dont on a vu avec Emmanuel Macron tous les problèmes que ça pouvait engendrer? Est-ce que vous voulez qu'on mène une diplomatie altermondialiste, une diplomatie pour la paix dans le monde? Est-ce que vous voulez qu'on affronte enfin le grand danger qui est plus important que la dette financière, la dette écologique qu'on va laisser à nos enfants, et qu'on soit à la tête de ça dans le monde? Voilà. Là aussi, Français, choisissez. Avec aussi des symboles. On a vu là encore à l'Assemblée nationale un texte symbolique, certes, autour des accords de 1968 entre la France et l'Algérie, qui a été voté, qui a été adopté à une voix près, vous me direz, par le Rassemblement national. Est-ce que, pour vous, il y a déjà une fissure quelque part? C'est ça. Le vrai problème, c'est que ça crée un précédent. Moi, j'aimerais bien que les représentants locaux d'Horizon se prononcent sur ce sujet. Pour la première fois à l'Assemblée nationale, un texte porté par le Rassemblement national a été voté. Ça ouvre un précédent, et c'est très dangereux. C'est un texte symbolique, c'est-à-dire qu'il n'a aucune portée, mais c'est un texte raciste. Là, je vous parlais d'une diplomatie pour la paix.
La vérité, c'est que la guerre est finie maintenant avec l'Algérie. Et ce qui compte, c'est ce qu'on va construire ensemble. On a deux peuples qui sont très proches. Beaucoup ont des liens familiaux avec les Algériens. Il y a beaucoup de binationaux. La provocation que veut mettre en place le Rassemblement national, déjà, est dangereux pour nos objectifs, c'est-à-dire faire libérer les prisonniers qui sont détenus en Algérie. Et en plus, amènera nulle part à que de la haine, de la désolation. Il est temps d'unir nos deux peuples, enfin. Est-ce qu'il faut renouer, alors j'imagine votre réponse, mais le contact avec le gouvernement algérien, c'est très compliqué l'histoire franco-algérienne ou algéro-française, hein, je ne sais pas comment on peut dire, mais en tout cas elle est très compliquée. On sait que en Algérie on a un pouvoir assez ferme. Est-ce qu'il faut malgré tout continuer à poser des jalons et essayer d'obtenir la libération d'un journaliste et d'un écrivain qui sont retenus là-bas? On pense évidemment à Boualem Sansal. Est-ce qu'il faut avoir aussi un discours peut-être un peu plus ferme parfois? Dont on a demandé la libération parce que des insolents ont prétendu le contraire, donc je tiens à le dire quand même ce matin à ce micro. Moi je ne prétends pas être un spécialiste de la situation avec l'Algérie ou de l'histoire qu'a la France avec l'Algérie. Par contre je sais une chose, Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur, heureusement pour nous il n'est plus aux responsabilités, a lui mené une politique ferme avec l'Algérie. Quelles ont été les conséquences? Absolument rien. Il n'y a rien eu, à part des tensions, on s'est éloigné du gouvernement algérien. La vérité, c'est que partout, c'est la diplomatie qui règle les choses. On n'a plus de diplomatie finalement entre l'Algérie et la France, il y a un vide diplomatique. Bien sûr, parce qu'il y a les tensions les discussions, les négociations, les relations ont été brisées, et c'est ça le problème. Et on a vu, du coup, comme je le disais avec Bruno Retailleau, que finalement, pourquoi Bruno Retailleau faisait ça? Pour prendre le dessus sur le Rassemblement national. Donc faire quelque chose qui vise à nationalement avoir plus de vues dans les médias, ça peut être très dangereux et donc c'est pas du tout la solution. Et là, le Rassemblement national, avec leur résolution, il nous éloigne de la solution. Il y avait une posture politique de Bruno Retailleau, selon vous? Totalement, c'est ça le problème. Et on voit bien que de tout ce qu'il a fait depuis le début, ça n'était que posture, et c'est pour ça que la dynamique Retailleau est très loin de nous, et heureusement, pour le pays. Alors on va revenir à une vue politique peut-être un peu plus locale. Il y a les élections municipales qui vont arriver très vite en mars 2026. Voilà, sauf recul s'il y avait une nouvelle législative anticipée, on peut imaginer que les élections soient repoussées. Mais dans le cas présent, les municipales, on le voit, se préparent sur le terrain. Les différentes formations politiques se préparent. J'avais envie de vous demander comment LFI se préparait sur le terrain en France et peut-être plus localement ici à Saint-Brieuc. Déjà oui, nous serons en plein dans les débats autour des élections municipales. La commune, historiquement, c'est un échelon très important pour la France. C'est l'échelon central de la démocratie. Beaucoup de choses ont été inventées dans les communes et beaucoup de choses ont été expérimentées dans les communes. Donc nous serons très présents dans les débats autour des élections municipales. Et à Saint-Brieuc, nous serons présents très concrètement avec une liste initiée par la France Insoumise, avec quiconque souhaitera venir nous aider à mettre en place ce programme de rupture que nous allons présenter aux Briochins. Il y a déjà une tête de liste ou c'est encore un peu prématuré? Alors il y a deux chefs de file dont je peux dire les noms aujourd'hui, donc c'est Morgane Lebars et Henri Alloy, à qui je fais signe ce matin et qui vont pouvoir mener la dynamique de cette belle campagne que nous entreprenons. Alors, il y a une grande demande dans les villes, justement, de changement. Alors, on a beaucoup pointé du doigt les villes de gauche en disant, voilà, il y a beaucoup d'écologie, il y a beaucoup d'aménagement, etc. Mais on ne fait pas assez pour la sécurité. C'est aussi un des principales inquiétudes des Français aujourd'hui, et ça n'échappe pas aujourd'hui à Saint-Brieuc. Voilà, sans rentrer dans un débat clivant, est-ce qu'il faut avoir ça à l'esprit? Est-ce que c'est important que les gens soient en sécurité, soient en sûreté? Oui, bien sûr. Après, ici, comme on parlait avec Bruno Retailleau, faire des effets de manche, faire des grands discours, finalement, ça ne change rien pour la vie des gens quotidiennement. Nous sommes porteurs d'un programme de rupture et nous comptons, lors de ces élections municipales, arriver au pouvoir dans de nombreuses villes, ce qui nous permettra de montrer que nous sommes en capacité de changer les choses réellement et donc de commencer à localement appliquer ce programme de rupture. Et la sûreté, la tranquillité publique sera un élément de notre programme. Par contre, nous ferons ça de façon plus humaine. Donc c'est par exemple en développant la police de proximité.
Avec des alliances possibles, là aussi, à gauche, des alliances locales qui seraient peut-être pas forcément les mêmes que les alliances nationales. Oui, que les alliances anciennes ou à venir. Ce qui compte pour nous, c'est le programme. On en a, enfin, d'autres en ont peut-être rigolé, mais nous avons un programme qui est développé. Nous sommes prêts à gouverner, c'est ce que je disais, et surtout, nous tenons beaucoup d'importance à ce que les gens voient que nous sommes sérieux, que nous ne proposons pas des choses juste pour se faire élire. Donc, nous ferons, comme je vous l'ai dit, des alliances avec quiconque est prêt, est d'accord avec ce programme et quiconque est prêt à l'appliquer. Alors, il y a le programme et il y a le contexte. Aujourd'hui, on le voit, un contexte, même dans nos campagnes, dans nos villes, assez, allez, je vais peut-être pas dire explosif, mais en tout cas, assez inattendu, on pourrait le dire comme ça. On a vu ces tags racistes, par exemple, qui ont fleuri sur des bâtiments publics dans l'agglomération briochine et un petit peu au-delà aujourd'hui. Et l'affrontement des communiqués, le RN ayant précisé qu'il n'avait rien à voir avec ces tags racistes. On entend aussi une petite musique qui tente à dire que c'est peut-être l'ultra-gauche qui taguerait les bâtiments pour faire accuser l'extrême droite. Voilà. Alors on n'y voit pas très clair, c'est très compliqué, il y a des enquêtes en cours évidemment. Qu'est-ce que vous avez envie de dire autour de cette situation ? Déjà, je vais appliquer je veux condamner totalement ce qui s'est passé, apporter mon soutien aux personnes qui ont été victimes de ces tags. Donc, c'est sur des bâtiments publics, des entreprises, des maisons individuelles, dans la nuit du 30 au 31, dans des villes de l'agglomération de Lamballe. Les textes disaient « Vive le RN »,« Vive Le Pen »,« No Arabes ». C'est des propos totalement, pas du tout acceptables dans un pays comme la France. Et moi je veux dire que... c'est inquiétant cette parole décomplexée, on pourrait dire, en tout cas ces écrits décomplexés. Mais, oui, et on le voit depuis longtemps maintenant, et en particulier depuis les élections législatives et l'arrivée de ce gros groupe à l'Assemblée nationale. Moi je veux dire que si la parole de l'extrême droite aujourd'hui elle est libérée, c'est aussi parce qu'il y a une force à l'Assemblée nationale qui porte ses idées et dont on pourrait penser qu'elle pourrait arriver au pouvoir. Et j'écoutais l'interview de la responsable nationale, de la responsable régionale des jeunes du RN. Bon, entre quelques paroles creuses et des éléments... Blanche Le Goffy, qui était notre invitée la semaine passée. Entre quelques paroles creuses et des éléments de langage, j'ai pu entendre qu'elle disait que les jeunes aujourd'hui étaient majoritairement acquis aux idées du Rassemblement national. Je veux dire ici que c'est absolument faux, que lors des élections législatives dernières, une majorité de jeunes ont voté pour le nouveau Front populaire, que majoritairement la jeunesse en France et en particulier en Bretagne est antiraciste, que la jeunesse a à cœur justement d'avoir de l'unité du peuple français, que la jeunesse majoritairement porte des idées de gauche et pour laquelle les idées écologiques comptent. Et donc aujourd'hui je suis pas venu sans idée, j'aimerais proposer un débat à Madame Le Goffy, dans lequel, en dehors des postures creuses, vraiment sur le fond, on pourrait confronter nos deux positions, nos deux projets pour la France. Comme vous le disiez, il est possible que l'affrontement se joue entre le Rassemblement national et la France insoumise, et je pense que ça serait une belle occasion de montrer sur le fond qu'est-ce que nous proposons, et surtout, qu'est-ce qui diffère, qu'est-ce qui nous éloigne, parce que la faille est énorme. Bien écoutez, on prend le rendez-vous, et pourquoi pas au micro de Bretagne 5, voilà, pour ce débat qui peut permettre évidemment la confrontation des idées. C'est le cœur de la démocratie. C'est le cœur de la démocratie, tout à fait. Et justement, en parlant de la jeune génération, est-ce qu'il y a justement un basculement selon vous, une partie de cette jeune génération qui effectivement va adhérer aux idées de LFI et l'autre aux idées du Rassemblement national? Il y a pas moyen de faire dialoguer ces deux jeunesses, si vous me permettez? Si, il y a toujours moyen de dialoguer entre jeunes, on se parle, il y a toujours moyen de convaincre, surtout. Moi, c'est une anomalie pour moi que le Rassemblement national, aujourd'hui, est entendu par une partie de la jeunesse, dont je veux toujours dire que c'est une partie minoritaire. La vérité, c'est que le premier parti chez la jeunesse, c'est l'abstention. La jeunesse, aujourd'hui, s'éloigne de la politique parce que la politique leur paraît comme quelque chose de dégoûtant. Et surtout, c'est à cette jeunesse qu'il faut parler en leur disant que non, la politique, c'est un moyen de changer les choses, que oui, on peut faire autrement, il faut leur redonner espoir. Et donc c'est pour ça aussi que je propose ce débat. L'arrivée au pouvoir du RN n'est pas inéluctable, on peut faire autrement. Alors on a une montée du RN ici en Bretagne qui n'était pas jusqu'alors une
terre d'élection du Front National jadis ou du RN plus récemment. Est-ce que là aussi, il y a un aspect sociologique à prendre en compte et peut-être aussi le côté désabusé des Bretons, des Bretonnes, qui là encore, on l'entend souvent, disent on a essayé la gauche, on a essayé la droite, ça n'a pas marché finalement, pourquoi pas le RN? Oui, ou pourquoi pas nous aussi. Il n'y a jamais eu de gouvernement insoumis. Voilà, ça c'est ce qu'on entend. Hein, moi, moi je vous le dis, et je le dis à ceux qui pourraient nous entendre, dont j'imagine que peut-être l'idée leur a traversé l'esprit, qu'on les avait jamais essayés. Et la vérité, c'est que l'extrême droite, on l'a déjà essayé, on l'essaye dans d'autres pays actuellement. Les résultats sont pas ceux espérés, sont pas. Et quand on voit les reniements qu'a l'extrême droite dès qu'il s'agit de presque arriver au pouvoir, on peut voir ce que ça augure. Non, on n'a pas essayé de gouvernement insoumis. Je vous soumets l'idée comme ça. Je peux vous dire que ça changerait beaucoup de choses dans ce pays. Et moi, je veux dire là, oui, c'est vrai, il y a eu une percée du Rassemblement national. Et il est temps collectivement qu'on décide d'y faire face. Et y faire face, c'est déjà la première frontière contre le racisme, elle se joue en chacun de nous. Refuser les préjugés racistes, refuser les paroles racistes, et avec les autres, et convaincre. Non, le problème en France, ce n'est pas l'immigré, ce n'est pas celui qui n'a pas la même couleur de peau que soi. Le problème en France aujourd'hui, c'est ceux qui portent des idées racistes. Le problème en France, c'est ceux qui aggravent la pauvreté par leur politique. Le problème en France, c'est ceux qui refusent de lutter contre le réchauffement climatique. Le problème en France, c'est ceux qui malmènent la démocratie. Voici tous les problèmes qu'on a à régler et nous, on a beaucoup de solutions dont je pense que vous en avez vu une partie aujourd'hui. Avec, et ce sera ma dernière question, effectivement, ce problème de l'immigration qui revient de façon récurrente dans le débat public, dans le débat parlementaire, est-ce qu'un jour ou l'autre, il va falloir poser le débat avec les Français ? Mais je n'ai pas l'impression que le débat de l'immigration est pas un débat qui est posé. La vérité, c'est que à chaque fois que le RN à chaque fois qu'on parle des vrais sujets qui intéressent les gens, du travail, qu'on parle du pouvoir d'achat, le RN fait diversion en apportant le sujet de l'immigration. Justement, est-ce qu'il faut que la gauche s'en empare de ce sujet ? Bah, bien sûr, mais la gauche s'empare de tous les sujets. Et à chaque fois que nous sommes interrogés sur ces sujets, nous y répondons. Mais l'immigration, moi je veux bien, mais sous quel angle ? La question est posée finalement, est-ce qu'il faut un référendum par exemple? On entend cette petite musique aussi, particulièrement dans les rangs du Rassemblement national, mais aussi à droite. C'est contraire à la Constitution. Jordan Bardella veut passer outre, on l'a entendu hier dans une interview chez nos confrères d'LCI avec Darius Rochebain. Ici encore, on voit la tentation qu'a l'extrême droite de toujours passer en dehors de l'état de droit. Moi je trouve que c'est très dangereux et c'est pour ça qu'il ne faut pas leur passer les rênes du pays. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Axel Gourmelin, je rappelle que vous êtes militant des Jeunes Insoumis de Saint-Brieuc et vous étiez avec nous ce matin. Je vous en remercie pour commenter l'actualité politique. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous et bonne journée à celles et ceux qui nous écoutent. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.